C'est très précieux, Scénographie de Flaubert, qui a paru en 48 à Genève, parce que c'est un personnage extraordinairement difficile à connaître. Et c'est pourquoi tout ce qu'on peut avoir comme image, comme visage, comme photographie de Flaubert nous renseigne sur ce personnage, au fond très difficile à saisir. Voyez-vous, toutes les fois qu'on prononce ce nom, Gustave Flaubert, c'est toujours la même image qui se présente à nous. C'est un puissant bonhomme, à la fois chauve et chevelu, il était chauve par devant et chevelu par derrière, qui avait les yeux à fleur de tête, une grosse moustache de 6 cambres qui tombait, quelque chose comme un lion de mer. C'était, je crois, Alphonse Daudet qui disait ça. Mais ce personnage-là, tel que nous le voyons, c'est le personnage des années illustres. Or, il n'est pas devenu rapidement illustre. Pensons à un type comme Victor Hugo. Bien, Victor Hugo, à partir de 20 ans, il était très connu. Rimbaud, on parlait de lui, du moins dans les cafés littéraires de Paris, quand il avait 16 ans. Musset, 19 ans. Eh bien, Flaubert, il a fallu qu'il attende 36 ans pour se faire connaître. Et les visages que nous avons de lui, c'est les visages du Flaubert d'après 36 ans, de Madame Bovary, de Salammbô, etc. Cependant, il y en a un antérieur qu'il faudrait bien connaître. Eh bien, celui-là, on n'a presque pas d'image sur lui. J'en vois deux. Il y en a une qui a été dessinée en 1830, ça lui faisait donc 9 ans. Un dessin assez intéressant, où on voit ce petit garçon un peu ébouriffé, avec les yeux tristes. Il y en a un autre qui n'est pas daté, que je crois être d'un Flaubert de 19 ou 20 ans, qui est assez impressionnant aussi à cause de la fixité du regard. Pas gai non plus, celui-là. Ben, ce Flaubert adolescent, il faut absolument le connaître, enfin savoir ce qu'il avait, si je puis dire, dans le ventre. C'est lui qui nous a avertis que c'était important de le savoir. C'est dans une lettre de 46, je crois, où il dit à son ami Louis Collet, dont nous reparlerons, il dit « Le secret de tout ce qui vous étonne en moi est dans ce passé de ma vie intérieure que personne ne connaît. » Nous sommes avertis. Il faut donc essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette vie intérieure du Flaubert adolescent. Y a-t-il moyen? Oui, il y a moyen. Il y a moyen à cause de la correspondance. Nous avons une vaste correspondance de Flaubert adolescent et même presque enfant, puisqu'il y a une lettre de lui où il a 10 ans et demi, où il parle à son ami Chevalier de s'associer à lui pour écrire, comme il dit, des histoires. Et puis il y a d'autre part toute son œuvre posthume qui comportait en particulier des œuvres de jeunesse. Je sais bien que le mot œuvre de jeunesse n'est pas rassurant. Les gens se disent les œuvres de jeunesse d'un romancier, ce qu'il n'a pas publié lui-même, ce qu'il avait laissé en manuscrit, c'est des choses auxquelles il n'achète pas d'importance. On a le sentiment que ce sont des œuvres pour spécialistes, pour professeurs, mais que ce n'est pas intéressant pour nos autres grands publics. Eh bien, il se trouve que les œuvres dites de jeunesse de Flaubert sont au contraire d'un extrême intérêt. On y fait des tas de découvertes. Première découverte, que cet écrivain en apparence tardif était un écrivain précoce. Je dis bien tardif, qui c'est à 36 ans qu'il s'est fait connaître. Eh bien, il y a dans ses œuvres de jeunesse des textes qu'il écrit à 19 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans et demi même. Je ne dis pas que tous sont d'une égale importance, mais je dis la seconde découverte, c'est que il y a au moins là-dedans 2 chefs-d'œuvre. Et c'est un mot que j'emploie pas facilement. Une chose comme Novembre, qu'il avait écrite quand il avait 20 ans, et un texte comme Mémoire d'un fou, qu'il écrit comme il y a 17 ans, sont des œuvres d'une extrême importance littéraire. Il n'aurait jamais écrit que cela, que ça vaudrait la peine de le lire. Et enfin, on y fait cette autre découverte, que l'adolescent Flaubert a traversé des tragédies sérieuses. Voyez-vous, il avait 28 ans, je crois, lorsqu'il dit, parlant de son adolescence, « Nous tournions entre la folie et le suicide. » Rien que ça. Eh bien oui, rien que ça. Et c'est vrai, il a traversé des choses graves. Essayons de comprendre. Quand on essaye de voir ce qui s'est passé chez cet adolescent Flaubert, on s'aperçoit qu'il y a une extraordinaire ressemblance de son aventure avec celle de Rimbaud. L'un et l'autre, c'est autour de 16 ans, 17 ans, c'est 2 adolescents qui se déchirent à découvrir le monde tel qu'ils le voient maintenant, tel qu'il est, si terriblement différent de ce qu'ils l'ont imaginé lorsqu'ils étaient des enfants. Et bien entendu que tout a commencé, ça commence toujours comme ça, par la découverte de ce que l'on appelle les réalités de l'amour. Prenons Rimbaud. Je vois un texte de Rimbaud, il écrit ça quand il a 16 ans et ça s'appelle « Soleil et chair ». Il imagine ce que c'était que le monde préhistorique. Et il voit, on ne sait pourquoi, l'homme préhistorique, l'homme des temps primitifs, plein de douceur et même de pureté. Et il dit que la femme, dans ces temps immémoriaux tels qu'ils se les représentent, la femme, c'était une espèce de messagère de l'infini, chargée, disait-il expressément, de libérer l'âme humaine de la prison terrestre pour la conduire par sa beauté à la lumière du jour. Voilà ce qu'il écrivait quand il avait 16 ans. Juste un an après,
à 17 ans. Ce petit Rimbaud écrit un texte horrible qui s'appelle Petites amoureuses, volontairement horrible, où cette fois c'est une dérision vociférante jetée sur le corps féminin. Eh bien, si vous ouvrez les œuvres de jeunesse de Flaubert, et en particulier Mémoire d'un fou, vous apercevez que c'est le même itinéraire. Un garçon qui se représente marchant avec une fille, la nuit. Ils se tiennent par la main. Ils regardent le ciel, les constellations. Ils sont l'un et l'autre grisés d'une espèce de bonheur, comme s'ils étaient introduits dans le secret de l'univers. Ils ne se sont jamais sentis ni meilleurs ni plus purs. Et il écrit que un quart d'heure après, dans les ténèbres de l'alcôve et dans les sueurs, et je coupe ma citation ici parce qu'elle deviendrait trop inconvenante. Voyez-vous, tout se passe comme si, pour l'un et pour l'autre, pour le petit Rimbaud comme pour le petit Flaubert, tout se passe comme si cette jeune âme, prise au piège de la beauté, et ayant vu à quoi mène ou conduit, dans le fait, ce transport où l'on s'imagine aimer au-delà du monde et pressentir l'éternité, vomissait de dégoût dans la convulsion de son détrompement. Et de même que le petit Rimbaud va se précipiter avec une espèce de défi et de passion noire et de provocation dans tous les stupres, de même, chose qu'on a longtemps ignorée, l'adolescent Flaubert est quelqu'un aussi qui aura fait la connaissance de tous ces stupres. Il va l'écrire dans une lettre plus tard à Louis Collet. Il lui dit « J'ai passé de bonne heure et intentionnellement par une débauche bien supérieure à mon âge afin de savoir. Afin de savoir quoi? Afin de savoir jusqu'où peut conduire l'abjection humaine et tout ce que nous portons en nous de démoniaque. » Un autre texte où il dit « J'ai voulu vider la tentation à force d'y boire. » Je ne veux pas insister là-dessus, mais comprenez-moi à demi-mot. Il a fait vraiment toutes les expériences, les plus basses, normales et anormales. Ce qu'il poursuivait et ce que poursuivra Rimbaud, c'était beaucoup moins l'assouvissement, ce dégoût, que la souillure en elle-même, cette vengeance. Une fois qu'ils ont l'un et l'autre cru découvrir ce que c'était que la réalité de l'amour, et bien de même pour les grands sentiments. Les grands sentiments, le dévouement, la générosité, tout ça lui paraît une énorme blague. Il vous dira, il avait 19 ans à ce moment-là, il vous dira « J'aime à retourner la doublure des grands sentiments. J'aime à ôter au poète son enflure, au héros sa grandeur, aux mains sales leurs gants blancs. » Son père était, vous le savez, chirurgien de l'hôpital de Rouen. Il disséquait donc, c'est de la dissection physique, temporelle. Et bien lui, parlant de dissection psychologique, dit « Je dissèque sans cesse. Et quand j'ai découvert la gangrène aux beaux endroits et la pourriture dans ce que l'on croit pur, je lève la tête et je ris. Et je ris, dit-il. Comprenez ce que c'est que ce rire? C'est un rire noir, c'est un rire désespéré, le rire de quelqu'un qui, comme il l'écrit lui-même, est amèrement convaincu du grotesque de l'existence. Alors j'ai enregistré dans ma tête pour vous une citation qui est de la première version de la Tentation de Saint-Antoine et qui en dit long. La voici. Quand je pense qu'on naît, et naïté du verbe naître, quand je pense qu'on naît, qu'on meurt, qu'on se réjouit, qu'on s'afflige, qu'on travaille à toutes sortes de métiers, qu'on est très occupé et qu'on a des mines sérieuses, que c'est bête, bon Dieu, que c'est bête. Et si ce n'était que bête encore. Mais comment est-ce que les gens, dit-il, ne réfléchissent pas à ce que c'est que la vie? Un passage effaré ou hébété entre deux ténèbres. C'est une condamnation à mort depuis le début, parce que c'est tout de même vrai que le nombre de nos respirations est compté. Le nombre de beaux battements de cœur est compté d'avance. Qu'est-ce que c'est que cette partie, dit-il, cette partie qu'on nous force à jouer et qu'il faut toujours perdre? L'adolescent Flaubert, sérieusement, est quelqu'un qui vit dans la hantise, dans l'obsession de la mort. Il y a une très curieuse phrase de lui où il dit, à Chevalier je crois, il lui dit « Je ne peux plus en ce moment voir une femme, en particulier une belle femme, sans penser immédiatement à son squelette. » Et c'est à un autre camarade qui s'appelait le Poitevin, où il lui dit « Je te parle sérieusement, le Poitevin. Eh bien, j'estime qu'il est moins coupable de tuer un homme que de mettre au monde un enfant. » Alors, qu'est-ce que peut bien penser sur le problème de Dieu un garçon qui a ces idées-là? Il a été élevé chrétiennement. Son père était, je crois, agnostique, mais sa mère était chrétienne. Et bien maintenant, 17, 18 ans, il est persuadé de ceci, qu'il faut un prodigieux aplomb pour mettre à une énorme stupidité, pour admettre un Dieu Père au-dessus de ce monde bagne, comme il dit, là encore une citation, ce monde avec
ses cris, son sang qui coule, ses entrailles pourries et sa baffe de fou. Il y a dans ses œuvres de jeunesse un personnage qui revient 3 ou 4 fois, comme s'il y croyait vraiment, comme si c'était pas simplement un symbole, c'est le personnage de Satan. Une de ses œuvres de jeunesse s'appelle Smar, S-M-A-H-R. Smar est très intéressant parce que c'est comme un premier crayon de la tentation de Saint-Antoine. Dans sa tentation de Saint-Antoine, vous savez, c'est donc Saint-Antoine qui est tenté, c'est ermite dans le désert, et bien de même, il avait inventé, quand il avait 16 ans et demi, 17 ans, un ermite qui s'appelle Smar, qui est aussi dans le désert, dans la méditation, et Satan s'approche de lui. Satan le prend dans sa main et l'élève au-dessus de la terre, comme pour lui en donner une perspective cavalière. Et Satan lui dit, Smar, prête l'oreille, hein, écoute bien, écoute le bruit qui sort de la terre. Tu n'entendras qu'un cri de douleur. C'est la voix de la création bénissant son Dieu. Et pour que rien ne manque à cette ressemblance vraiment congénitale, pourrait-on dire, de Rimbaud et de Flaubert, savez-vous que Flaubert a écrit lui aussi un voyage en enfer, prélude à la saison en enfer de Rimbaud. Et il a écrit un autre texte, quand il avait quelque chose comme 18 ans, qui s'appelle Rage et impuissance. C'est l'histoire d'un enterré vivant, et selon lui, nous sommes tous des enterrés vivants. Alors un homme qui pense ça, comment voit-il l'emploi de sa vie? Ben, il s'agit, dit-il, d'escamoter la vie. Il s'agit d'offrir le moins de prise possible à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le destin, c'est la fatalité. Alors offrir le moins de prise possible, ça veut dire ne pas s'engager dans l'existence. Aimer personne, n'épouser personne, surtout pas avoir d'enfants. Se réfugier, selon lui, dans l'art, c'était la seule chose qui l'intéressait, un peu comme Rimbaud en effet, se réfugier dans l'art et compter pour rien tout le reste. Bon, tout ça est très bien, mais enfin c'est théorique. C'est un garçon qui pense ça, qui n'en parle à personne. Il y a 2 ou 3 camarades qui le savent, mais surtout pas son père et sa mère. Alors, il est néanmoins inséré dans un milieu temporel. Il y a son père, il y a sa mère, il y a un foyer Flaubert, un foyer qui était un vrai foyer où on s'aimait bien. Il y avait donc le père, dont nous connaissons le visage. On a un seul dessin de lui, un curieux visage du reste, un peu penché comme ça, avec un nez long et mince, qui n'est pas celui du tout de Gustave Flaubert. Nous avons aussi 2 portraits de sa mère. Un quand elle était jeune fille, un autre qui semble avoir été dessiné vers 1830, c'est-à-dire au moment même où nous avons vu les premières images de l'enfant Flaubert. À côté de ce père et de cette mère, il y avait un frère aîné qui s'appelait Achille, une sœur qui s'appelait Caroline et lui Gustave. Il n'y avait pas eu de problème pour Achille. Achille avait nettement une vocation de médecin. On pensait que si tout irait bien, il succéderait à son père. C'est ce qui est arrivé. Mais le problème dans la famille, c'est Gustave. Parce que quand son père lui demandait ce qu'il voulait faire, il répondait qu'il voulait écrire. Écrire, c'est bien joli, mais son père haussait un peu les épaules, gentiment, quoi, sans violence, en lui disant, oh, il y en a des tas de jeunes gens comme toi en province qui s'imaginent qu'ils vont faire une carrière dans la littérature, mais il faut d'abord s'insérer dans l'ordre établi, enfin, faire comme tout le monde, avoir un état. Et justement, il ne voulait pas en avoir. Son père a été d'une grande patience, parce que, vous voyez, Gustave Flaubert passe son bachot en août 1840, août 40. Et c'est seulement en novembre, oui, le 10 novembre 41, ça fait donc plus d'1 an après, que son père obtient enfin de lui qui s'inscrit à la faculté de droit de Paris. Le voilà qui va prendre une inscription dans le droit parce que faire son droit, ça ne l'engage pas à grand chose. Il va à Paris parce que son père le désire, mais il n'y travaille pas. Il écrivait beaucoup de lettres à sa sœur Caroline, qu'il aimait beaucoup. Et je ne sais pas si Caroline a été bavarde, parce si elle a dit un peu à son père ce que lui écrivait Gustave, à savoir que il ne travaillait guère à Paris, que ça ne l'intéressait pas du tout de faire son droit, et qu'il voulait essayer de prouver à ses parents, par l'expérience même, sa totale incapacité à faire du droit. Alors quand il revient pour ses premières vacances, c'est-à-dire à Noël 41, son père lui parle déjà un peu sérieusement et lui dit, enfin écoute, tout de même, je t'ai payé tes études à Paris, il faut que tu travailles. Et là, nous avons le retentissement de cela dans sa vie intérieure par une lettre qui n'a été publiée qu'il y a quelques années, une lettre à un de ses anciens professeurs qui s'appelait Gourgaud du Gazon. Ce Gourgaud avait donc été son maître à Rouen, et maintenant il était professeur à Versailles. Et le 22 janvier 1842, Flaubert écrit à Gourgaud du Gazon d'une manière qui sera, voyez-vous, qui sera à peu près celle dont Rimbaud écrivait à son professeur Isambard, écrira plutôt quelques années plus tard. Flaubert parle à son ex-professeur comme si c'était pas du tout un professeur mais un copain. Il lui dit, écoutez monsieur, supposez que vous êtes là dans ma chambre avec moi au coin de mon feu en train de prendre un café. Écoutez-moi, j'ai à vous dire une chose grave. Je suis, et je sais bien quand il dit ça, il exagère un peu, enfin, je suis dans une position morale critique. C'est pour moi une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que son père l'a mis plus ou moins au pied du mur, lui a dit, il faut faire ton droit pour de bon, et lui veut pas faire son droit parce qu'il veut écrire.
Je ne sais pas ce que Gourgaud lui aura répondu, nous n'avons pas la réponse de Gourgaud. Mais je sais ce qui va se passer à la prochaine visite du garçon Flaubert chez ses parents, c'est-à-dire à Pâques, quoi, oui, à Pâques 42. On le sait par un récit très bref, qui n'en fera plutôt une allusion qu'un récit, à sa maîtresse, Louise Collet, plus tard. Il lui dit « Une seule fois dans ma vie, je me suis risqué à ouvrir devant mon père le fond de mon sac. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est risqué, pour une fois, à dire à son père tout ce qu'il avait sur le cœur, en fait, tout ce que je viens de vous raconter, toute cette vue du monde, sinistre, désespérée, qui gardait en lui, que Caroline savait peut-être un peu, et puis ses deux camarades, Chevalier et Le Poitvin, mais que son père était à mille lieues de connaître. Alors, parce que son père, à Pâques 42, veut le contraindre, affectueusement, mais sévèrement tout de même, veut le contraindre à travailler, à passer ses examens, à faire son droit, alors il lui lâche tout, il lui raconte cette histoire, il lui dit non, sûrement pas, parce que voilà ce que je pense de la vie et de tout. Ben, le résultat, il le dit dans cette lettre à Louise Collet, le résultat, dit-il, c'est que je suis arrivé simplement à faire pleurer mon père. Ça a été un coup très dur pour lui. Il aimait beaucoup ce père, il n'avait jamais eu rien à lui reprocher, c'était un homme bon, tendre, affectueux. Et voilà que ce garçon, ce Gustave Flaubert, a fait brusquement pleurer son père, qui était un médecin, qui n'était pas un homme particulièrement hypersensible. Ça l'a bouleversé. N'importe quoi, il fera n'importe quoi, mais pas faire pleurer son père. Alors il accepte, vous entendez? Il accepte. Il dit à son père, c'est d'accord, je ferai mon droit, quoi, je ferai comme tout le monde, j'aurai une situation. Ça va loin, ce qu'il fait là. Parce qu'acceptant d'entrer dans l'ordre établi, enfin d'être ce qu'il ne voulait pas être, il va falloir qu'il se force à ne plus penser à tout ce qu'il tracassait. Les bourgeois, il disait qu'il les méprisait parce que c'était des gens qui ne pensent pas, comme il dit, qui ne pensent pas à ce qui nous tourmente. Après tout, ils ont peut-être raison, se dit-il. Après tout, mon père, lui aussi, a fait peut-être la même crise que moi. Après tout, chacun se demande à un moment donné ce qu'on fait sur la terre, est-ce que ça signifie la vie? Et pour ne pas souffrir, il faut n'y plus penser. Alors, on a pendant 2-3 ans un Flaubert qui s'acharne à venir à bout de son âme. Un Flaubert qui tente de ne plus réfléchir à ça. Un Flaubert qui voudrait se donner une âme morte. On vit très bien, vous savez, avec une âme morte. Et j'ai même l'impression que les âmes mortes font les bons vivants. Si rien n'était arrivé, il n'y aurait pas eu de Gustave Flaubert. Je veux dire qu'il n'y aurait pas eu l'écrivain Gustave Flaubert. Il y aurait eu un Flaubert, je ne sais pas quoi, avocat, magistrat, notaire. Un Flaubert qui serait marié, qui aurait été un personnage distingué et considérable de sa région de Normandie. Quelqu'un qui, vers sa 50e année, peut-être aurait retrouvé au fond de Mal des titres malavenants comme Smart, Mémoire d'un fou novembre, qui aurait jeté tout ça au feu comme autant de péchés de jeunesse. Mais quelque chose va arriver. Ce qui lui est arrivé, ça s'est passé au début de janvier 44, sur la route de Pont-l'Évêque. Il était venu de nouveau passer les vacances de Noël chez ses parents. Il était en train de faire une promenade en cabriolet avec son frère Achille. Et Achille racontera que tout à coup, son frère, Gustave, qui tenait les rênes du cheval, s'est trouvé comme poussé par une paume, enfin, qui s'appuyait sur son front. Il est tombé en arrière, au fond de la voiture, et il était là, ayant perdu connaissance, bavant et dans des convulsions. Son frère est épouvanté, ramène le cheval et le cabriolet à toute vitesse chez les parents. Le docteur Flaubert s'aperçoit effectivement que c'est très grave, ne sait pas trop ce que c'est, fait venir d'autres médecins auprès de son fils. On dira que c'est une crise d'épilepsie, des médecins prétendent aujourd'hui que c'était autre chose, en rapport avec une maladie syphilitique. Toujours est-il que c'est un grand malade qu'on ramène à la maison. Pendant plusieurs jours, on se demande si on va le tirer d'affaire. Des crises reviendront, puis elles s'espaceront. Toujours est-il que c'est fini pour lui, ses études. On ne va pas l'envoyer à Paris dans cet état-là. Il a beaucoup souffert, il s'est beaucoup tourmenté, mais peu à peu, il s'aperçoit que ce qu'il a pris pour une malédiction, enfin pour un malheur qui lui arrivait, était au fond une bénédiction. Parce que voilà 2 ans, 3 ans qu'il se forçait à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et il avait renoncé pour ne pas faire de peine à son père, enfin par tendresse filiale, il avait renoncé à sa vocation. Et bien voilà que ce malheur physique qui s'abat sur lui le restitue à sa vocation. On dirait, si vous voulez, qu'une main toute puissante le ramène vers ces rivages de la solitude dont il s'était laissé écarter. Et comme par surcroît, pour le confirmer dans sa vue sinistre du monde, 2 deuils, coup sur coup, s'abattent sur lui. C'est en janvier 46 et en mars 46 qu'il voit mourir son père, puis sa sœur Caroline. Il reste tout seul avec sa mère dans cette maison de Croisset, où il va rester 28 ans,
28 ans. Et quand sa mère mourra, en 1872, lui-même n'aura plus que 8 années à vivre. Alors, ce sera peut-être le moment de voir ce qu'il était dans son identité intérieure, ce personnage. Il l'apprend, cette identité. Elle se constitue en lui à partir de ce moment où il cesse d'être un grand malade pour être simplement un homme menacé et qui doit rester solitaire. On pourrait tenter de définir cette identité intérieure de Flaubert de deux manières, à la fois, enfin successivement si vous voulez, négativement et positivement. Comprenez bien que tout ce que je dis là est non pas arbitraire, mais séparé, disjoint, et il faudra lui rendre son unité. Quand on fait une analyse psychologique, on est bien obligé de faire un découpage. Mais naturellement, ce découpage est arbitraire. Alors je vous demande, vous qui m'entendez, de rassembler tout cela en une unité à mesure. Alors disons négativement qu'il se définirait, ce Flaubert, par un triple refus. Le premier refus serait ceci, refus de faire servir ce don qui est en lui, enfin, cette passion de l'art, refus de le faire servir à son avancement temporel. Comprenez ce que ça veut dire, avancement temporel, quoi? Ça veut dire sa réussite dans le monde. Eh bien, la plupart des écrivains, des artistes, enfin, quand ils sentent qu'ils ont un don, essayent d'exploiter ce don précisément pour parvenir, pour réussir, et ça n'a rien de mal. Un homme comme Victor Hugo, qui était parti sans le sou, s'il fait une grosse fortune, c'est précisément parce qu'il a exploité temporellement ces dons qu'il avait. Pour Flaubert, ce qui nous paraît là si simple, c'est inadmissible. C'est une simonie, carrément. Et il dit, il y a des lettres de lui très curieuses là-dessus, il dit, je connais trop, je refuse le petit manège du monde, l'art de sourire, de donner des poignées de main, d'appeler mon cher ami des gens dont on ne voudrait pas pour domestique. Il déclare aussi, ce que je ne trouve pas si mal vu, que la célébrité s'obtient à force de course. Ce qui signifie que pour réussir en littérature, c'est pas tellement important d'avoir du talent. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'entre-gens, de voir du monde, d'envoyer des fleurs aux belles dames, enfin de voir les journalistes. C'est ça qui compte. Et bien lui, il ne veut pas. Il veut réussir, s'il a tenté qu'il y ait une réussite, tout seul et sans gagner de l'argent. Et la gloire, il ne s'y intéresse pas. Son ami Maxime Ducamp est un ami d'enfance, de jeunesse. Ducamp l'accompagnera dans son grand voyage de Proche-Orient, d'Égypte et de Syrie. Ducamp était quelqu'un que Flaubert prenait pour un autre lui-même. Et bien, il est arrivé entre lui et Ducamp une brisure dans l'année 52 dont je voudrais vous parler rapidement parce qu'elle éclaire bien ce personnage de Flaubert. Ils reviennent ensemble de leur voyage, c'est un voyage de Proche-Orient. C'est 1851, 50 plutôt, 50. Alors Ducamp explique à Flaubert, écoute mon vieux, nous arrivons maintenant vers notre 30e année, ce serait le moment tout de même de se faire connaître. Et il lui explique que la date est bonne, 1850, parce que Balzac est mort, parce que Chateaubriand est mort, parce que Lamartine ne compte plus, parce que Victor Hugo est en exil et qu'il est fini, il se trompe bien, c'est le moment où Victor Hugo va être le plus grand, enfin il croit que c'est comme ça. Alors Ducamp dit à Flaubert, c'est le moment de publier, il faut se dépêcher, parce que ça les places seront prises. Ben, il ne se rendait pas compte de la réponse qu'allait lui faire Flaubert, qui lui dit carrément, tous ces mots que tu emploies, se dépêcher, il est en place prise. C'est pour moi un vocabulaire vide de sens. C'est comme si tu parlais à un algonquin. Alors ce malheureux Ducamp essaye d'expliquer à Flaubert, qui n'a pas du tout tenté de l'induire à cette simonie, mais il lui répète gentiment, il ne s'agit pas de nous vendre, il ne s'agit pas de nous renier. Mais enfin, je te répète que ça serait le moment de publier quelque chose. Alors cette fois, cette lettre est de mars 52, ou de juin 52, enfin une lettre de 52. Cette fois, Flaubert lui répond avec une espèce d'emportement et de violence, et il lui dit, décidément, nous ne suivons plus la même route. Moi, je ne vise pas le port, mais la haute mer. Et si j'y fais naufrage, je te dispense du deuil. Ducamp a plus ou moins compris, enfin il a haussé l'épaule en se disant, ce pauvre Flaubert est fou, et quant à lui, Ducamp, il a conduit très sagement sa petite barque. Il la fera accoster là, qui est Conti, juste bien en face de l'Académie française pour s'y insérer en 1880, et 1880, c'est l'année justement où Flaubert va mourir, gros Jean comme devant, pas académicien du tout, mais fidèle à une certaine phrase violente qu'il avait prononcée et que voici, les honneurs déshonorent. Alors voilà le premier refus, refus de faire servir son art, enfin son don littéraire, à un avancement temporel. Deuxième refus, refus de faire servir ce don à une complaisance personnelle. Il ne s'agit pas de faire de la littérature individuelle, la littérature de narcissisme. Il le dit carrément, l'art n'est pas un déversoir à passion. Et quand on se prend soi-même pour objet, dit-il, ben c'est raté. Et cependant, c'est le même homme qui va vous dire cette phrase que je trouve extraordinairement pénétrante. N'importe qui, écrit-il, et il dit bien n'importe qui pourrait faire un livre splendide s'il se racontait lui-même, mais pour de bon, sans tricher et à fond, et ça personne ne le fait.
On ne le fait pas, dit-il, parce qu'on ne peut pas le faire. D'abord, personne n'ose parler de soi réellement. Il y a toujours des choses qu'on veut cacher pour ne pas blesser un père, une mère, des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis deuxièmement, dès qu'on essaye de se prendre soi-même pour objet de sa littérature, eh bien on triche involontairement, parce qu'on prend la pause. Celui dont on parle, c'est soi-même. Alors on est devant soi et on se regarde. Ben, au moment où on se regarde, on n'est plus soi-même. Et deuxièmement, dit-il, si sincère qu'on se veuille, si appliqué à être sincère, il n'y a pas moyen de l'être quand on parle de nous-mêmes, parce que comme il l'écrit, je trouve ça très bien, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. On en remet quoi? Alors, selon lui, l'homme qui parle de lui-même est un menteur. Et il ajoute, et quand le menteur se fait marchand, c'est-à-dire quand l'homme qui parle de lui-même vend cette littérature, alors c'est complet. Et troisièmement, le troisième refus, selon lui, c'est ça. Refus de faire servir l'art à la prédication de quoi que ce soit. Ne pas avoir de thèse, ne pas essayer de démontrer quelque chose. Mais quand il dit ça, il se condamne lui-même, parce que toute cette littérature première de lui, le mémoire d'un fou, Novembre, Esmar et tout le reste, c'était pour dire quelque chose, c'était pour enseigner aux gens cette philosophie désespérée qui était la sienne. Maintenant, il veut plus. Il veut plus parce qu'il a changé. Et j'appelle votre attention là-dessus, il a changé parce qu'il a été un malade, parce qu'il a été un de ceux dont Claudel dira ce sont des invités à l'attention. Invités à l'attention parce qu'ils sont des silencieux, parce qu'ils voient personne, parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, qu'ils ont le temps de réfléchir, de faire le point. Eh bien, écoutez cette citation que je vais vous dire de lui qui est de 46, qui vous montrera à quel point il a changé. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous disais que Flaubert aimait retourner la doublure des grands sentiments, montrer ce qui se cachait d'infect sur ce qu'on croyait pur. Alors maintenant, c'est une lettre de 46, il dit « J'aime toujours à regarder sous les grands sentiments pour voir ce qui se cache. Mais il arrive souvent que l'on découvre, là où on s'y attendait le moins, des mines irrévélées de pureté et de dévouement. Ça lui ressemble peu. Et il a pris une espèce de passion pour Boileau. Oui, le vieux Boileau, le classique Boileau. Parce que Boileau est l'homme qui a dit « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable ». On a tous répété ça dans nos classes, et en réfléchissant pas à ce qu'on dit. Mais lui, quand il prononce ce début de phrase, en donnant à chaque syllabe son poids, « Rien n'est beau que le vrai », ben ça lui donne un coup au cœur. Et il y va, bon jeu, bon argent et 100%. Alors ça, c'est l'aspect négatif du personnage. Et positivement, comment pourrait-on le définir? Eh bien, vouer sa vie à cette inutilité magnifique de l'art. Là, voilà, c'est sa technique, enfin, son idée de base. Inutilité magnifique, il a le sentiment que ça ne sert véritablement à rien. Mais que d'autre part, c'est à cela qu'il est voué. Et je dis bien voué. Autrefois, enfin, il y a quelques années, il parlait d'escamoter la vie, c'est-à-dire de fuir. Maintenant, il s'agit beaucoup moins, dans sa pensée, d'une fuite que d'une appartenance. Il sait qu'il appartient à ça, que c'est ça qu'il doit faire. Travailler dans cette direction qui est celle de la vérité. Celui qui était si peu pharisien, enfin, qui n'aimait pas du tout essayer d'éblouir quiconque sur sa personne, il écrit dans une lettre, je veux faire de ma vie une espèce de colonne nue pour y mettre tout en haut une flamme. Et en 47, il dit à son ami Chevalier qui partait pour être substitut d'un procureur en Corse. Il lui dit, Chevalier, moi je t'en veux pas du tout de partir comme substitut d'un procureur et de faire une carrière comme tout le monde. On n'a pas tous la même vocation, mais je te fiche mon billet. Que si tu ne viens me revoir, que dans 10 ans, eh ben, tu me retrouveras à la même table, penché sur les mêmes papiers. Il lui dit ça en 47. Eh bien, supposons, j'en sais rien, enfin, supposons qu'il soit revenu qu'en 57, le Chevalier. C'est vrai. Il aurait trouvé Flaubert à sa même table dans le pavillon de Croisset, penché sur des papiers qui, cette fois, s'appelaient Salammbô. Et s'il n'était revenu que 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 67, il l'aurait trouvé à sa même table, penché sur des papiers qui, cette fois, s'appellent l'éducation sentimentale, et supposé qu'il soit revenu que 30 ans après, il l'aurait encore trouvé effectivement au même endroit, à sa même table dans le pavillon de Croisset, penché sur des papiers qui s'appellent, cette fois, Bouvard et Pécuchet.
fin de notre entretien sur Flaubert de l'autre jour, je vous expliquais la continuité de ce personnage, que je vous montrais dans son pavillon de Croisset qui était resté le même, travaillant, comme il disait, au même paperasse pendant près de 30 ans. Mais est-ce que c'est vraiment possible que cet homme ait vécu ainsi sans descendre jamais de sa colonne? Est-ce qu'il a vécu dans cette absorption démesurée? Cette phrase est de lui. Pas tout à fait, voyez-vous, pas tout à fait. À 2 reprises, il est descendu de cette colonne. Regardons ces 2 descentes. D'abord, la première est à cause d'une femme, à cause de Louise Collet. Louise Collet, c'était une drôle de petite personne qui s'appelait en réalité Mademoiselle Revoile, puis qui s'était mariée avec un musicien méridional, qui comptait pas beaucoup, qui s'appelait Collet. Et elle avait pensé que pour réussir, il lui fallait monter sur Paris. S'était fait connaître par un petit recueil de poèmes qu'elle appelait Fleurs du Midi, qui n'avait eu qu'un succès départemental, et elle visait un succès national. Alors à Paris, elle s'était fait connaître tout de suite par des moyens appropriés. Ainsi, elle s'était mêlée au ce milieu des rapins, des sculpteurs, des peintres, des écrivains qui fréquentaient chez Pradier. Et, ce que je vais vous dire est connu, mais enfin c'est toujours amusant de le rappeler. Elle est arrivée un soir chez Pradier, les yeux hors de la tête, là il y avait une cinquantaine de personnes. Elle avait annoncé une très grande nouvelle en disant, vous savez qu'on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo. Chacun lui avait demandé, mais où est-ce qu'on les a retrouvés? Ah, elle avait dit, ben, dans ma robe. Et puis il y a aussi l'histoire de Victor Hugo et du dessin qu'il avait fait d'elle. Elle visait beaucoup les récompenses académiques, pas à l'Académie française, enfin naturellement une femme ne peut pas entrer à l'Académie française, mais elle voulait des prix académiques. Aujourd'hui, les prix académiques, ils sont moins convoités. Mais au XIXe siècle, ils étaient très convoités. Et Louise Collet en voulait, ces prix académiques. Alors, pour les avoir, elle était aimable, enfin, elle était généreuse, avec beaucoup d'académiciens, quel que fût leur âge. Et alors, il y en avait un qui était Victor Cousin, qui n'était pas très jeune à ce moment-là, mais qu'elle trouvait utile pour sa carrière. Et elle avait été également bienveillante avec Vigny, avec Musset, avec Victor Hugo. Et Hugo avait fait un dessin d'elle. Il dessinait bien, Victor Hugo. Il avait dessiné une fois Louise Collet sans vêtements. Mais comme il était convenable, il l'avait dessiné de dos. Et alors à quelques intimes seulement, enfin qui venaient voir Victor Hugo dans son cabinet de travail où il y avait apposé au mur cette magnifique femme nue, à quelques intimes, Victor Hugo murmurait que c'était Madame Louise Collet en tenue de campagne. Il y a aussi l'histoire d'Alphonse Karr qui lui était arrivé. Alphonse Karr était un critique, comme vous savez, qui dirigeait cette revue Les Guêpes, une revue piquante, comme son nom l'indiquait. Elle ne voulait pas être piquée par cette revue. Alors elle s'était mise en ménage avec Alphonse Karr. Et ce ménage avait assez mal tourné, enfin l'histoire est connue également, mal tourné au point qu'un jour elle avait saisi un couteau, pas très méchant, enfin un couteau de cuisine, et en avait porté un coup dans le veston d'Alphonse Karr. Alors Karr avait conservé très pieusement ce couteau de l'attentat. Il avait conservé, il avait fait mettre même sous un globe de verre, vous savez, enfin, où on mettait les couronnes de mariée. Et il avait fait sur le socle, gravé dans une plaque de bronze, les mots suivants, offerts par Madame Louise Collet dans le dos. Eh bien, c'est cette Madame Collet dont Flaubert va devenir l'amant en 1846. Et c'est curieux, puisqu'il lui avait justement dit qu'il voulait attacher son cœur et son âme à personne. Alors pourquoi est-ce qu'il se décide comme ça brusquement en juillet 46 à se lier avec Louise Collet? Pourquoi? Vous savez, c'est difficile à expliquer, parce que l'amour est autonome, enfin, il est parce qu'il est, il vient sans qu'on l'attende. Mais il y a aussi le fait, je crois, qu'il se trompait beaucoup sur Louise Collet, un petit peu comme il s'était trompé à cause de sa générosité et sa naïveté naturelle. Il avait pris Louise Collet pour une autre lui-même, enfin, comme il croyait que Ducote est un autre lui-même. Alors elle lui écrivait des lettres telles qu'il s'imaginait qu'elle avait la même passion désintéressée de l'art. Et puis enfin, il y a le fait tout de même que ça se situe en juillet 46 et que je vous dis la dernière fois que dans cette même année 46, il avait par 2 fois connu l'approche de la mort. Il avait vu mourir son père, vu mourir sa sœur. Et peut-être bien que si en juillet 46, il se met à désirer cette femme et à céder à cet attrait, c'est parce qu'il a bien envie d'utiliser ce corps tant qu'il est vivant pour lui donner toutes les joies qu'il peut en retirer. Ce qu'il y a de frappant dans sa liaison avec Louise Collet, c'est qu'il garde une lucidité et un retrait. Expliquons-nous là-dessus, parce que ça nous fait bien connaître le personnage. Lucidité. Il l'aime vraiment, cette femme. Il l'aime et il la désire. Et cependant, il lui dit, il y a à peine quelques semaines qu'ils sont amants, il lui dit, as-tu réfléchi à quel point ce mot amour est un mot élastique? Tu dis que tu m'aimes, mais tu dis aussi que tu aimes ta petite fille. En effet, elle avait une petite fille de 7 ans. Et tu dis que tu aimes
la robe que tu portes, c'est 3 fois le même verbe. Tu crois que c'est 3 fois le même sens. Et lui, il lui disait aussi, tu ne pourras pas me reprocher de n'avoir pas annoncé l'enterrement dès le berceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'enterrement de leur amour, la fin de leur amour, dès le berceau, dès la naissance de cet amour. Quand on s'aime, on n'imagine pas qu'on ne puisse plus ne pas s'aimer. Eh bien, il lui annonce qu'effectivement, même s'il n'y croit pas, ça arrivera le moment où ils ne s'aimeront plus. Elle lui en veut dire des choses comme ça. En outre, il y a 2 choses qu'il ne veut pas lui sacrifier. Il ne veut pas lui sacrifier sa mère à lui, il vit avec elle, vous le savez, elle est tout le temps inquiète. Et elle veut, Louise Collet, elle veut que Flaubert soit perpétuellement avec elle. Lorsqu'il est à Paris près d'elle, Madame Flaubert se fait du mauvais sang, elle pleure. Alors elle aussi, Louise, pleure pour le garder. Et bien, il lui répond assez brutalement qu'il n'y a pas de question et qu'il préfère la faire pleurer elle plutôt que faire pleurer sa mère. Et deuxièmement, son travail. Ça, c'est ce qu'elle n'accepte pas, et pourtant c'est fondamental chez lui. Il veut bien lui donner comme ça 48 heures de temps en temps, mais il y a des choses plus importantes, lui dit-il, que l'amour, chose qu'elle n'accepte pas, qui est mon travail. Alors il lui donnera des rendez-vous à mi-chemin, là, entre Rouen et Paris, à Mantes, où ils se retrouvent pour des 24 heures, ou des 36 heures, ou des 48 heures au plus. Puis si on descend davantage dans cette psychologie curieuse de Flaubert, on s'aperçoit que cet homme éprouve à l'égard de la passion physique, j'entends à l'égard du plaisir, une espèce de gêne. Il y a une lettre de lui où il lui dit, n'est-ce pas, tu voudrais bien faire de moi un païen. Ben j'essaye tant que je peux, je m'y applique de tout mon parti pris et je ne réussis pas. Dans divers textes de lui, on voit d'étranges phrases pour quelqu'un qui avait rejeté tout à fait le christianisme et la morale, d'étranges phrases à l'égard de la luxure. Il dit par exemple, la luxure elle chante sa chanson à tous les carrefours de notre âme. C'est une chanson qui nous enchante et qui nous tue. Et parlons donc pas seulement de la luxure, mais du plaisir. Il dit, le plaisir fond, F-O-N-D du verbe fondre. Le plaisir fond les enthousiasmes et asphyxie la pensée. Alors quand il part pour l'Orient avec Ducamp en 49, c'est beaucoup, oui, c'est parce qu'il a envie de voir l'Orient, mais c'est beaucoup aussi pour fuir cette alcôve de monde dont il ne peut pas se passer et dont il sort avec mauvaise conscience. Il retrouvera Louise Collet à un moment, après son retour d'Orient, mais rapidement, la rupture viendra. Et après elle, alors qu'il est au centre le plus ardent de sa vie, après elle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de liaison dans sa vie. À ce point que George Sand, là, la vieille George Sand, qui n'était plus belle du tout, mais qui tout de même, au nom de la corporation, n'aimait pas qu'il puisse vivre comme ça sans femme. George Sand le surveillait, lui dit, enfin, écoute, Gustave, dis la vérité, en fait, une petite amie. Alors un jour, il lui répond assez violemment, ben non, il n'y a personne, parce que entre l'art et les femmes, il faut choisir, et quant à moi, mon choix est fait depuis longtemps. La deuxième fois où Flaubert est descendu de sa colonne, c'est plus à cause d'une femme, c'est à cause du succès, oui, du désir de l'argent. Ça lui ressemble si peu. Mais voilà comment ça se passe. C'était après la guerre de 70. Un homme qui avait toujours été à l'aise, pas richissime Flaubert, mais enfin à l'aise. Hein. Et il avait mis toute sa fortune, gentiment, dans les affaires de sa nièce, qui s'était mariée avec un monsieur Comenville qui faisait de l'importation de bois nordique. Et voilà qu'en 71-72, ça n'a plus marché, il a perdu à peu près tout son capital, et pour la première fois de sa vie, il est gêné. Alors l'idée lui vient qu'après tout, c'est tout de même trop bête, avec le talent qu'il a, de ne pas en tirer d'argent. Pensez donc que ça, Madame Bovary, ça lui avait rapporté volontairement 500 francs seulement. Vous vous rendez compte, 500 francs, alors qu'un homme comme Victor Hugo, vous avez 300 000 francs avec Les Misérables. Ben, lui, il avait demandé 500 francs. Alors en 72, il se dit, mais après tout, je pourrais peut-être bien tirer de l'argent aussi de ce que je fais. Et en particulier, c'est au théâtre que les choses rapportent. Lorsqu'une pièce est jouée, et avec succès, les droits d'auteur sont abondants. Alors voilà un malheureux Flaubert qui imagine de préparer une pièce de boulevard, pour le théâtre du boulevard, une pièce qui s'appellera Le Candidat, qui serait une satire des mœurs politiques. Nous sommes sous l'ordre moral, enfin MacMahon, ça c'est pas mal, il y a beaucoup de choses à dire. Et alors il prépare sa pièce, et la pièce n'a pas grand succès. Et pourtant il avait fait tout ce qu'il avait dû. Il s'était transformé en l'homme qui ne voulait pas être. On ne voyait plus que lui sur les boulevards, dans les salles de rédaction, dans les coulisses, enfin, il se serrait toutes sortes de mains. Et bien un succès était tellement limité que vraiment on peut parler de four. C'est très gentil la façon dont il accueille ce four. Il écrit une lettre le soir même à George Sand. Et lui dit, pour un four c'en est un, et bien j'éprouve comme un sentiment de délivrance. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a eu reçu ce privilège de ne pas pouvoir être un médiocre. Alors comme pour se venger de ce qu'il a fait là,
Le voilà qui se rejette dans un livre qu'il avait commencé à écrire, puis qu'il avait abandonné parce qu'il avait été écœuré, parce qu'il savait d'avance que le livre n'aurait aucun succès. Son Bouvard et Pécuchet, dont il disait lui-même, mais c'est l'histoire de deux cloportes. Et se rejette dans ce bouquin en déclarant « On ne choisit pas ses sujets, on les subit ». Alors le moment est peut-être venu de voir comment il était dans la vie, Monsieur Flaubert. Pas son identité intérieure comme j'essayais de faire l'autre fois, mais l'individu Gustave Flaubert. La première chose qu'il faudrait dire de lui, c'est que c'était un bûcheur, un homme qui travaillait réellement pour de bon. Oh, je sais bien que le grand critique Jules Lemaître n'y croyait pas, me disait que ce Flaubert était au fond un paresseux, qui s'enfermait dans son cabinet de travail de Croisset, que quand l'épithète ne venait pas ou que la phrase n'était pas ronde, il s'allongeait sur sa grande peau d'ours blanc qu'il avait en effet dans son cabinet de travail, qui fumait des cigarettes en rêvassant. Oh non, c'est pas vrai. Il travaillait terriblement. D'abord, il s'informait d'une manière étonnante pour écrire la moindre page. Il essayait de trouver des renseignements à droite et à gauche pour que l'authenticité soit absolue. Et puis quand il se mettait à rédiger, il faisait des 15, des 20 versions du même paragraphe. Quand à la fin d'une journée de quelques 16 heures ou 17 heures de travail, il avait établi 15 lignes qui lui plaisaient, il avait le sentiment qu'il avait bien travaillé. Naturellement, c'était un système terrible, parce qu'il ne prenait pas d'exercice, cet homme. Et il était puissant, il était sanguin, il avait besoin de grand air. Il avait deux choses qu'il aimait bien faire. Il aimait bien nager et il aimait bien faire de la voile. En plus, ça ne lui perdait pas de temps, parce que comme son pavillon de Croisset était au bord de la Seine, il n'avait qu'à traverser le chemin de Halage pour aller nager ou faire sa voile. Mais sa mère vieillissait d'année en année terriblement. Sa mère lui disait qu'elle avait peur quand il était sur l'eau, que la fille de Victor Hugo s'était noyée, là, justement, dans la même baie de la Seine où ils étaient. Et puis que s'il lui reprenait une de ses crises, il en a eu jusque vers 55, et même au-delà, je crois, une de ses crises en nageant, il allait couler à pic. Alors entendu, pour pas que sa mère se fasse de mauvais sang, entendu, il ne nagerait plus, il ferait plus de voile. Alors le résultat, c'est qu'il passait des heures et des heures à sa table, à fumer constamment, que j'en ai le bec avarié, disait-il, et à boire du café exagérément. Résultat, il dormait plus, il dormait absolument plus. Des insomnies permanentes, il disait, quand je pose la tête sur l'oreiller, j'entends mes phrases qui roulent dans ma tête comme des chars d'empereur romain. Le deuxième aspect de lui, à côté de ce côté bûcheur, il faudrait parler de son côté tendre. Et ça, on le connaissait très peu. C'est un rhinocéros, Flaubert, en apparence. C'est un homme bardé, avec cuirassé. Il ne veut pas qu'on le connaisse, sous cet aspect. Mais je voudrais vous en apporter des preuves. J'en tire une d'abord de la première version de l'éducation sentimentale. Il y a là un personnage qui s'appelle Henri, un étudiant provincial, qui est arrivé à Paris. Visiblement, Henri, c'est lui. Et ce que je vais vous dire, c'est un souvenir vécu très certainement. Souvenir du jour de novembre 41, je pense, où sa mère l'avait accompagné à Paris lorsqu'il s'y est installé, prenant sa première inscription à la faculté de droit. Alors il monte, cet étudiant, Henri, que sa mère a installé dans la diligence. Elle était venue voir à Paris comment il allait trouver un logement, si la logeuse était convenable, s'il serait bien logé, bien nourri, bien chauffé. Puis elle repart. À ce moment-là, il n'y a pas encore de train, ou presque pas. On est donc dans la cour des messageries. Et Flaubert, racontant le départ de la mère de Henri, dit qu'il y avait là des bourgeois dans la cour, qui regardaient partir les diligences, et que la maman d'Henri l'avait embrassé, pour lui dire adieu, avec de gros baisers sonores, et ça l'avait gêné de se faire embrasser comme ça par sa mère. Alors elle monte dans la diligence s'ébranle, et là je cite: « À peine la diligence était-elle ébranlée, adieu, pauvre mère, adieu, dit-il tout bas dans son cœur. Et comme il se sentait regardé, il alluma un cigare. Il enfonça son chapeau sur sa tête et ses mains dans ses poches, et se mit à marcher sur le trottoir d'un air brutal. » Une autre citation de lui, je la prends dans une lettre qu'il écrivait à Caroline, sa sœur, Caroline I, parce qu'elle aura une fille qui s'appellera Caroline II. Une lettre à Caroline I. Il était encore étudiant à Paris, c'est de 42-43, où il lui dit: « Ah, rat, comme on dit souris, Ah, rat, mon bon rat, mon vieux rat, ayez soin, toi et maman, d'avoir de bonnes jours pour la semaine prochaine. Je me vois déjà arrivant par la diligence de jeudi prochain, grimpant l'escalier 4 à 4, gueulant et vous embrassant. » Puis il y aura maintenant Caroline II, puisque sa sœur est morte en 46, et qu'il y a la petite fille dont il s'occupe comme si c'était sa propre fille. Et lui qui aime si peu perdre son temps, il va donner des heures à la petite pour veiller sur son travail. Et lui qui est parfaitement incroyant, il la prépare à ses leçons de catéchisme, sans le moindre sourire, sans la moindre ironie. Puis il y aura aussi la vieille mère qui promène tous les jours, à son bras, dans le petit jardin de Croisset.
Et je voudrais vous apporter deux citations qui datent de 2 ans après la mort de sa mère. Elles sont 74. Il dit à Caroline II, sa nièce, il lui dit: que sont devenus, où as-tu mis le châle et le chapeau de jardin de maman? J'aime aller voir et aller les embrasser de temps à autre. Puis il dit encore: quelquefois après le dîner, j'appelle Julie. Julie, c'était sa vieille bonne. Et je regarde sa robe à carreaux qu'a portée maman. Puis je songe à la vieille femme jusqu'à ce que les larmes me prennent à la gorge. Le voilà en réalité tel qu'il était, cet homme dont Louis Collet, quand il sera brouillé avec lui, écrira publiquement: c'était un cœur de pierre, c'était un esprit où il n'y avait pas d'âme. Cet esprit où il n'y avait pas d'âme, il était très attaché aussi à l'amitié. C'est étonnant à quel point les amis ont compté pour lui. Je vois une citation de lui que je voudrais vous dire parce qu'elle est très intéressante. D'où vient donc, écrit-il, d'où vient donc qu'il y a tant d'amitié entre les enfants? Beaucoup encore entre les jeunes gens, déjà moins dans l'âge mûr et plus du tout entre les vieillards. Lui, il n'aura pas le temps d'être un vieillard. Il va mourir avant 60 ans. Mais il aura eu tout au long de sa vie des amis très chers. Quand il était adolescent, il y avait le Poitevin, il y avait Chevalier. Plus tard, il y aura Louis Bouillet. Bouillet, c'était un écrivain qui s'était fait une drôle de tête à la ressemblance de Napoléon III. Il y a eu Maxime Ducamp, dont nous avons parlé. Il y aura à la fin Duplan et Laporte. Et la façon dont il se conduit avec ses amis est gentille parce que il est très ennemi des effusions. Il n'était pas du tout, comme il disait lui-même, sentimenteux. Il était grossier, brutal. Mais derrière cette brutalité apparente, il y avait une grande gentillesse. Tenez, je voudrais vous apporter une lettre de lui que je sais par cœur parce qu'elle est toute petite. C'est une lettre à son ami Duplan, un billet Duplan, quoi. Il lui dit, parce que Duplan ne lui écrivait plus depuis un certain temps, il lui dit: si tu pouvais me donner des nouvelles d'un nommé Duplan, Jules Duplan, tu serais bien aimable. S'il est malade, tu l'embrasseras de ma part. Mais s'il se porte bien, tu lui crieras dans les oreilles qu'il est un sacré nom de Dieu de cochon, qui oublie son vieux GF, Gustave Flaubert. Il y a encore un autre aspect de lui dont je voudrais vous parler, qui ne fait pas très sérieux, mais qui est important parce que c'était un aspect considérable de sa personnalité. J'entends par là son côté de farce. Il était très drôle, Flaubert, du moins pendant un certain temps. Il aimait les grosses plaisanteries, et plus c'était mauvais, plus ça le faisait rire. On voit par exemple dans sa correspondance que tout à coup, il signe une lettre convenable, très sérieuse, à sa nièce, et puis même post-scriptum. Il lui dit: suppose que je m'appelle Druche. Alors tu me diras forcément, comme tu es beau, Druche. Et ça l'amuse énormément. Une autre fois, il écrit à Bouillet en lui annonçant qu'il avait lui envoyé des vers. Rendez-vous compte, des vers, il n'a jamais fait de vers. Alors Bouillet était tout à fait stupéfait. Mais il lui dit: non, comprends-moi bien, hein, c'est pas des vers très intelligents que je vais t'envoyer, c'est des vers un peu bêtes, un peu sots, enfin disons des vers mi-sots, avec tout de même un peu de sel attique. Alors disons, si vous voulez, des vers mi-sel. C'était son genre, n'est-ce pas, des plaisanteries très 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 bêtes. D'autre part, il avait le côté saltimbanque qui amusait beaucoup sa mère. Il imitait les gens avec une grande facilité. Ducamp nous raconte, en exagérant je crois un peu, que quand Madame Marie Dorval était passée en tournée à Rouen, elle avait un très joli zézément, Marie Dorval. Alors Flaubert, pendant 2 mois, dit Ducamp, ça veut dire pendant 8 jours, ne parlait qu'avec le zézément de Marie Dorval. Quand il était en Haute-Égypte, il s'ennuyait beaucoup. Je trouve ça assez gentil qu'il le dise d'ailleurs. Dans ses lettres à sa mère, il dit: les temples égyptiens m'embêtent. Alors pour se désembêter, il était avec Ducamp, vous savez, il avait inventé de jouer à un personnage qu'il avait imaginé. Ils étaient de rentiers de Rouen, de bourgeois de Rouen, des petits bourgeois de Rouen, qui étaient partis, on ne sait pourquoi, dans les sables du désert libyen et qui étaient là complètement perdus. L'un s'appelait le père Étienne, l'autre s'appelait Carafon. Lui, c'était Carafon. Alors il dit à sa mère: nous promenons en nous soutenant réciproquement et en bavachant. Le soir, pour nous coucher, ça dure une demi-heure. Nous geignons en beuglant et en nous retournant pesamment dans nos lits comme des gens abîmés de rhumatisme. Allons, bonsoir mon ami, bonsoir. Un autre personnage qu'il imagine, ça il est déjà plus vieux, et c'est très irrespectueux, c'est un personnage ecclésiastique. Il s'appelle lui-même le révérend père Cruchard, ce qui n'est déjà pas convenable. Et il signe révérend père Cruchard, aumônier des dames de la désillusion. Je voudrais vous apporter aussi, je me suis mis ça dans la tête, 4 citations tirées de ces lettres, à l'improviste. Des choses qui éclatent comme ça, comme de Bourgogne-Pétard. Une lettre à sa nièce. Il lui dit:
Hier soir, je suis rentré chez moi par le bateau, parce que ce quartier résidentiel de Croatie, on y revenait par la route ou par le bateau. Alors il dit, je suis rentré par le bateau avec l'élite. Et l'élite, vous comprenez, ça veut dire l'élite, mais quand on est extrêmement distingué, il y a un pincement des lèvres qui vous fait dire l'élite, comme on dit le petit lapoint. Alors il dit, je suis rentré avec l'élite, j'ai fait la conversation. J'ai été charmant, c'était infect. Et une autre lettre, ça bouillait cette fois. Il lui dit, ce soir, sur la rivière, les poissons sautaient avec des folâtreries incroyables. T'aurais dit des bourgeois invités à prendre le thé à la préfecture. Une autre lettre de 77. Il est allé au Rigi. Sa mère est morte et son médecin l'avait persuadé d'aller en Suisse. Il est allé au Rigi parce que tout le monde allait au Rigi à ce moment-là. Vous vous rappelez Tartarin sur les Alpes. Alors il meurt d'ennui dans son Rigi. Il meurt d'ennui. Il trouve que les gens, pas les Suisses bien entendu, il voulait dire les touristes, enfin, que les gens sont insupportables d'ennui. Alors il écrit dans une lettre à Tourguenieff, il lui dit, figurez-vous que hier, par humanité et besoin d'expansion, j'ai été tenté d'embrasser 3 veaux que j'avais aperçus dans un pâturage. Une autre lettre, celle-là c'est 4 ans avant sa mort à peu près. Je m'ennuie tellement en chemin de fer qu'au bout d'un quart d'heure, je hurle d'ennui en bâillant. Les gens du compartiment croient que c'est un chien oublié, pas du tout, pas du tout. C'est monsieur Flaubert qui soupire. Eh bien, ce côté de fougue et de blague, ça va lui passer. Il va s'assombrir, surtout à partir de l'année 70. Parce que la mort frappe autour de lui, parce que sa mère a disparu, parce que sa vieille amie Sand n'est plus là, parce que Bouillet est mort, parce que Duplan est mort. Enfin, il n'a plus grand monde. Alors il dit qu'il entre, il aimait bien les néologismes, vous savez. Il dit, j'entre dans un état d'insupportation. Il ne va même plus dans ces dîners littéraires, ces dîners manies qui sont si célèbres par le journal des Goncourt, parce que, dit-il, on y a intercalé des binettes odieuses. Dans une lettre à son neveu, par alliance, Comenville, il lui dit, avec mon joli petit tempérament nerveux, tout ce qui me touche me pénètre. Et devenant tout à coup beaucoup plus sérieux dans une lettre à George Sand, il lui dit, le fond de l'air n'est pas gai en moi, et j'ai perpétuellement comme une espèce de sanglot dans la gorge. Réfléchissons un peu à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sanglot dans la gorge? Qu'est-ce qu'il y a au fond de Flaubert? Pourquoi donc il y a cette profonde tristesse? Il parle une fois dans une lettre de « ma plaie profonde, toujours cachée ». Quelle plaie? Je dirais, si vous voulez, la plaie du dépossédé. Vous vous rappelez l'autre jour, je vous disais que sa souffrance d'adolescence était celle d'un garçon qui se déchire à voir le monde si affreusement différent de ce qu'il l'a imaginé quand il était un gosse. Eh bien, c'est ça dont il ne se console pas. Mon Dieu, si c'était vrai, c'est ça qu'il dit, si c'était vrai, si tout de même la vie n'était pas absurde, si tout de même elle débouchait sur quelques lumières, sur quelques lueurs. Je vais vous apporter des citations peu connues de lui. Il faut tout lire d'un auteur, vous savez, et on trouve quelquefois des choses qui sont imprimées depuis longtemps et qu'on ne connaît pas. Écoutez ça d'abord. L'illusion perdue laisse en nous son odeur de fée. Une deuxième citation. Pauvre âme, tu es le cœur gonflé. Tu es cette voix en nous qui parle, et qui sanglote et qui prie. Et troisième citation. J'ai en moi comme les débris de 20 mondes. Je suis là comme si j'avais marché 20 siècles. Et pourtant, tout au fond de mon être, je sens quelque chose qui remue encore et qui palpite, quelque chose qui demande et qui appelle comme une voix d'enfant. Ce qu'elle dit, la voix d'enfant, c'est le mot que je viens de vous prononcer, si c'était vrai. Je vois dans Novembre, par exemple, dans ce Novembre qui est presque testamentaire, un livre qu'il écrit à 20 ans au moment où il croit devoir renoncer à ce qu'il était, enfin quand il avait fait l'effort que lui demandait son père. Il dit à certaines minutes en moi, malgré mon désespoir, je sens sourdre comme une fontaine de miséricorde. Et je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, au retour de son voyage en Orient, vous savez. Il était avec Ducamp et c'était au mois d'août 1850. Il est incroyant, complètement incroyant. Et pourtant, les guides lui ont dit, derrière cette colline, là-bas, il y a Jérusalem. Cette idée, ce mot, quoi, Jérusalem, ça le bouleverse tout de même. Jérusalem, enfin, la ville du Sauveur, comme il disait quand il était petit. Alors il raconte à sa mère qu'il était à cheval, hein, il a piqué les deux, et il a devancé ses camarades pour être tout seul quand il recevrait en plein visage, en pleine poitrine, l'image de la ville sainte. Il entre dans Jérusalem, et ça le décourage. Tout ça est vide, tout ça est faux, tout ça ment, dit-il.
Alors il s'enferme dans sa chambre d'hôtel, d'auberge, quoi. Et il dit à sa mère, alors j'étais très triste et j'ai rouvert le livre que tu m'avais donné. Et ce livre, c'était pas autre chose que les évangiles. J'ai ouvert ce livre et j'ai lu le sermon sur la montagne, le sermon des béatitudes. Et il dit à sa mère, j'ai lu ça dans un extraordinaire ravissement. Je me suis replongé dans ce vieux gouffre du mot amour. Cette fois, quand il dit amour, c'est plus un mot qui lui paraît élastique. De nouveau, pour une seconde, il se dit, mon Dieu, que ça serait beau si c'était vrai. Mais c'est pas vrai. On lui a expliqué que c'est pas vrai. Ceux qui savent lui ont prouvé que c'était pas vrai. Il y a un côté, vous savez, de facilité et d'humilité chez Flaubert. Eh bien, les compétents, les savants, Renan Taine, lui ont dit que c'était pas vrai, alors il y croit, il est convaincu qu'effectivement ce n'est pas vrai, qu'il n'y a rien. Le 24 décembre 1865, il écrit une lettre à Taine, une lettre littéraire. Puis il met la date, 24 décembre. Et à cause de la date, il ajoute un post-scriptum. 24 décembre, la nuit de Noël. Quand je pense, écrit-il, qu'en ce moment, il y a des gens qui vont à la messe de minuit. Est-ce drôle? Oh, c'est tellement peu drôle que 11 ans plus tard, sans le dire à personne, lui aussi, il ira à une messe de minuit et il en reviendra bouleversé. Tellement peu drôle qu'en 79, il va mourir en 80, une vieille femme de ménage de sa mère qui connaissait, la mère Tardif, est morte. Alors il écrit à sa nièce, j'ai envie de faire dire une messe pour elle. Et je parle sérieusement. Tellement peu drôle que ces 3 contes qu'il a écrits à la fin de sa vie, ces 3 contes, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de 3 saints. Saint Jean-Baptiste, Saint Julien Hospitalier, cette Félicité la servante qu'il avait connue et qui était une sainte en effet. Et pour lui, c'est 3 témoins de l'infini. La tentation de Saint Antoine, c'est un livre qu'il avait porté en somme toute sa vie. Il l'avait commencé quand il avait 26 ans et il le publie 6 ans avant de mourir. Quand Baudelaire avait vu paraître en 1857 les premiers fragments de la tentation de Saint Antoine, il avait écrit dans l'Artiste un article d'une extraordinaire pénétration. Il avait dit, nous sommes là en présence de la chambre secrète de cet esprit. C'est vrai. La tentation, c'est un livre que Flaubert a porté, toute sa vie, puisqu'il l'avait commencé quand il avait environ 25 ans, et qu'il l'a publié 6 ans avant de mourir. Je me demande si le comte de Lille, si Renan, quand ils ont félicité Flaubert et qu'ils lui ont dit, vous avez écrit là un admirable charnier des dieux, je me demande s'ils avaient vraiment lu la page de la fin. Enfin, vous vous rappelez la tentation, c'est l'histoire de saint Antoine qui est dans son désert, sont passés devant lui tous les dieux de l'Asie et du paganisme, tous les hérétiques, et ça l'a pas bouleversé. Mais arrivent maintenant les 3 grands démons, qui s'appellent la luxure, la connaissance et la mort. Le démon de la luxure, il arrive à le congédier facilement, parce que, dit-il, quand on lui dit non assez longtemps, il lâche prise. Le démon de la connaissance, il ne sait déjà plus trop quoi lui répondre, parce que ce démon lui murmure à l'oreille, es-tu sûr de voir, es-tu même sûr de vivre? Peut-être qu'il n'y a rien. Mais c'est le démon de la mort le plus dangereux, parce que ce démon lui dit, mais pourquoi as-tu peur de moi? La mort, mais c'est le néant, bonheur, au-delà de tous les bonheurs. Et saint Antoine lui-même, le saint Antoine, se prend à murmurer ô béatitude de la mort. Puis la honte d'avoir fait cela. Alors voilà qui ferme les poings, qui crispe les poings, qui ferme les yeux, qui lève la tête, et qui fait, avec son poing fermé sur lui-même, un signe de croix. Alors à ce moment-là, le miracle se produit, le désert se vide de toutes ses larves. Il n'y a plus, comme disait Renan lui-même, que le grand désert monothéiste, et rouvrant les yeux, des yeux que le soleil n'aveugle pas. Saint Antoine voit distinctement, écrit Flaubert, distinctement, au centre du disque solaire, la face éblouissante de Jésus-Christ. Comprenez que l'homme qui a écrit ce livre-là, c'est un homme qui a une affirmation au fond de lui. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas du tout parce que c'est pas vrai que Flaubert était chrétien. Je dis que prenons l'exemple de saint Antoine qui lui croyait à quelque chose. Il nous indique que lui aussi croit fermement et désespérément à quelque chose. Dieu, on nous dit qu'il se définit par un triangle mystique qui serait le vrai, le beau, le bien. Eh bien le vrai, il ne sait pas ce que c'est, Flaubert. Le vrai métaphysique. Le bien en morale, il ne sait pas ce que c'est non plus. Mais le beau, ça, il sait ce que c'est. Le beau, ça lui parle au cœur. Ses mains qui se tendent dans le noir, si vous voulez, elles ont attrapé quelque chose. Elles ont attrapé cette beauté qui est sa voie d'accès à lui vers l'inconnu. Alors quand on a compris ça, on se rend compte que le vieux Sicambre, tout seul à hurler ses phrases à Croisset pour les faire passer, comme il disait, par son gueuloir, à ce moment-là, il déploie devant nous toute sa taille. Écoutez-le dire, je mène une vie âpre et déserte, sans rien pour me soutenir qu'une espèce de rage permanente,
la rage de faire bien, de bien travailler. Sans femme, sans vie, je continue mon œuvre lente. Encore une citation, il va mourir dans 15 mois, où il dit « À certains moments, il me semble que je suis saigné aux 4 membres et que ma crevaison est imminente, mais je rebondis et je vais tout de même, voilà, parce qu'il me semble que je suis dans le vrai, que je suis dans le juste. » À la fin de sa légende de Saint-Julien l'Hospitalier, je suis convaincu, je vais vous dire le passage, je suis convaincu que cet homme impersonnel qui ne parle jamais de lui, parle tout de même de lui. Vous vous rappelez Saint-Julien, c'est quelqu'un qui vivait dans une grande solitude. Il s'était fait passeur, il était là au bord d'un immense fleuve sans nom. Il est vieux maintenant, il est là. Et il s'est entendu héler de l'autre rive, il s'est fait passeur volontaire, pas pour gagner de l'argent. Quelqu'un l'a hélé de l'autre rive. Et quoi qu'il fasse un temps affreux et qu'il soit esquinté, très vieux, il prend sa barque et il va chercher ce quelqu'un qui veut passer. Nous qui savons la suite de l'histoire, on sait que ce quelqu'un qui veut passer est un lépreux, mais qu'en fait c'est Jésus-Christ, et qui va emmener Saint-Julien dans son paradis. Mais Saint-Julien n'en sait rien. Il voit de l'autre côté un lépreux, et il prend son lépreux et il traverse. Et Flaubert écrit « La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait. Mais sentant qu'il s'agissait d'une chose considérable et d'un ordre auquel il ne fallait absolument pas désobéir, il faisait ce qu'il avait promis de faire, il passait son passager. » De même, voyez-vous, le vieux père Flaubert qui est là à travailler tout seul dans son pavillon de Croisset, il fait ce qu'il a promis de faire jusqu'au bout, me figurant, comme il écrit à Tourguenieff, me figurant que ce que je fais est important. Saliès nous a laissé une petite relation sur son oncle. Elle n'est pas tout le temps bonne, il y a des phrases exagérées. Mais il y a un détail sur lequel je veux finir. Elle dit qu'assez souvent, l'été, surtout quand il faisait beau temps, son oncle, à la fin de ses journées de travail, de 16 heures, de 18 heures de travail, son oncle allait tout seul se promener sur la terrasse de Croisset. Personne ne s'approchait de lui sur sa terrasse. Il se promenait là, les mains derrière le dos, et de temps en temps, il lui arrivait, dit-elle, de se cambrer brusquement et de regarder vers le ciel. Elle avait l'impression alors qu'il parlait vaguement à quelqu'un. Et elle ne savait pas que Flaubert, que son oncle, avait jeté un jour sur le coin d'une feuille de papier où on l'a retrouvée il n'y a pas si longtemps, une petite note. C'était en 1858. Et cette petite note n'était pas autre chose, exactement pas autre chose qu'une prière. Ayez pitié de ma volonté, Dieu des âmes. Donnez-moi la force et l'espoir. Alors, laissons-le, ce père Flaubert, laissons-le sur sa terrasse, le nez dans les étoiles, sur cette terrasse où il est tout seul et où je pense qu'il n'est pas tout seul.